Je me souviens de ma première visite dans ce petit village, perdu quelque part au fin fond de la campagne française. C'était un endroit charmant à première vue, avec ses vieilles maisons de pierre et ses rues pavées, mais une ombre semblait planer sur l'atmosphère. Quelque chose de silencieux, de sinistre. Dès mon arrivée, les habitants, bien que chaleureux, semblaient garder une certaine distance lorsque je mentionnais le cimetière au bord du village. Il y avait cette vieille légende qui circulait, une histoire que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait vraiment évoquer en détail. On racontait qu'en pleine nuit, surtout lorsque la lune était pleine et éclatante, une silhouette fantomatique, vêtue d'une robe de mariée, arpentait les allées du cimetière. Ce serait le fantôme d'une femme disparue la veille de son mariage, il y a plus d'un siècle. On ne l'avait jamais retrouvée. Et depuis, son esprit ne trouvait pas le repos. Intrigué, j'avais décidé d'en savoir plus. Je me souvenais avoir croisé un vieil homme assis sur un banc près de la place du village, et il m'avait regardé avec des yeux fatigués et méfiants lorsque j'ai mentionné l'histoire. « Ne parle pas de ça, mon garçon, » m'avait-il dit, la voix rauque. « Il y a des choses que tu ferais mieux d'ignorer ici. » Malgré ces avertissements, ma curiosité ne faisait que grandir. Pourquoi cette histoire mettait-elle tout le monde si mal à l'aise? La partie la plus étrange et la plus inquiétante de cette légende, c'était la tombe. Une tombe sans nom, perdue parmi les autres, mais que tout le monde connaissait. Elle était toujours recouverte de fleurs fraîches, peu importe la saison, peu importe le jour. Des fleurs blanches comme des lys ou des roses, délicatement posées sur la pierre froide. Pourtant, personne ne savait qui les déposait. Lorsque je posais la question, les villageois changeaient de sujet, évitant soigneusement mon regard. Plus je m'approchais de la vérité, plus je sentais un poids invisible peser sur mes épaules. Je me souviens encore du jour où j'ai entendu parler de ces deux jeunes du village qui avaient décidé de s'aventurer dans le cimetière. Une nuit de pleine lune. Leur histoire s'était propagée comme une traînée de poudre parmi les habitants, mais les détails restaient flous, presque délibérément effacés des conversations. C'étaient deux adolescents, des frères, paraît-il. L'un venait d'avoir 18 ans, l'autre en avait 16. Comme beaucoup de jeunes, ils trouvaient les légendes locales fascinantes et avaient voulu tester les limites de cette vieille superstition. Ils avaient ri des avertissements, convaincus que tout cela n'était que des histoires pour effrayer les enfants. C'était en automne, la nuit où ils avaient décidé de braver la légende. Une pleine lune immense éclairait le cimetière, projetant des ombres longues et distordues entre les vieilles tombes. Les habitants les avaient vus se diriger vers l'entrée du cimetière, les lampes de poche vacillantes entre les grilles en fer forgé rouillé. Ils plaisantaient, bruyants, leur rire résonnant dans la nuit tranquille, inconscients du poids des regards silencieux des villageois, qui les observaient de loin, depuis leurs fenêtres à peine éclairées. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Ce qu'on raconte, c'est que leurs lampes de poche se sont éteintes peu après qu'ils aient franchi les premières rangées de tombes. Les villageois, du moins ceux qui ont osé regarder, ont vu une lumière pâle danser à travers les pierres, une lumière qu'ils n'ont pas su expliquer. Puis, plus rien. Pas de cris, pas de bruit de pas précipités, juste un silence pesant qui s'est installé comme une couverture sur le village. Le lendemain matin, lorsqu'ils n'étaient pas rentrés chez eux, leurs parents ont immédiatement alerté les autorités locales. Les recherches ont commencé dès l'aube. Les gendarmes ont fouillé chaque recoin du cimetière, chaque tombe, chaque arbre, mais ils n'ont rien trouvé. Aucun signe de lutte, aucune trace de pas dans la terre humide. Les jeunes s'étaient volatilisés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce qui rendait cette disparition encore plus étrange, c'était la tombe sans nom. Lorsque les chercheurs sont arrivés près d'elle, ils ont trouvé les fleurs, comme toujours fraîches et immaculées. Mais cette fois, elles étaient accompagnées de quelque chose de troublant, une trace de boue, semblable à celle d'une main sur la pierre froide. Malgré l'atmosphère lourde qui régnait dans le village après la disparition des deux jeunes, je ne pouvais pas réprimer mon envie d'en savoir plus. Les conversations avec les habitants devenaient de plus en plus tendues. Chaque fois que j'essayais d'évoquer la légende ou les événements récents,
Les visages se fermaient. Personne ne voulait en parler ouvertement, comme si le simple fait de mentionner le cimetière ou la Nuova fantomatique risquait de réveiller quelque chose de terrible. Cependant, en persistant, j'ai réussi à convaincre une vieille femme de me donner plus d'informations. Elle vivait seule, tout près du cimetière, dans une petite maison décrépite, dont les volets étaient toujours fermés, même en plein jour. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle m'a fait entrer dans sa modeste demeure. Assise à sa table de cuisine, éclairée par une faible lumière, elle m'a raconté une version de la légende que je n'avais encore jamais entendue. « Il y a bien plus que ce que les autres disent », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Cette tombe sans nom, ce n'est pas juste une histoire de fantôme. Cette femme, la mariée, elle n'a jamais trouvé le repos parce qu'elle a été trahie. On dit qu'elle devait épouser un homme riche du village, mais la veille de leur mariage, il l'a abandonnée pour une autre. Dans son désespoir, elle s'est rendue dans ce cimetière et a disparu. Certains disent qu'elle a été assassinée, d'autres qu'elle s'est donné la mort. Mais ce qui est sûr, c'est que son corps n'a jamais été retrouvé. » Là où l'histoire devenait encore plus sinistre, c'était quand la vieille femme a parlé des disparitions. Elle m'a confié que chaque fois que quelqu'un disparaissait après avoir vu la Nuova, cela coïncidait avec la découverte de cette tombe sans nom. « Les fleurs, elles ne sont pas là par hasard, » m'a-t-elle dit en me fixant avec des yeux perçants. « Ceux qui disparaissent, c'est comme si la mariée les réclamait pour compléter son cortège. Et personne n'a jamais vu qui dépose ces fleurs, mais elles apparaissent toujours après une disparition. » Je me souviens avoir ressenti un frisson glacé courir le long de ma colonne vertébrale alors qu'elle terminait son récit. Plus elle parlait, plus l'idée que les disparitions étaient liées à un rituel macabre devenait plausible. Ce n'était plus simplement un fantôme qui errait dans le cimetière. C'était une âme vengeresse. Une présence qui cherchait à combler un vide, à recréer une cérémonie qui n'avait jamais eu lieu. La curiosité me consumait. Après avoir entendu l'histoire de la vieille femme, j'ai décidé que la seule façon de comprendre réellement ce qui se passait était de m'aventurer moi-même dans le cimetière. Une nuit de pleine lune. Je savais que c'était risqué, que je m'exposais au même danger qui avait emporté les deux jeunes et peut-être même d'autres avant eux. Mais je ne pouvais pas ignorer cette sensation de mystère non résolu qui pesait sur moi. J'avais besoin de voir de mes propres yeux. La nuit où j'ai décidé d'y aller, l'air était lourd, presque suffocant. Le village, habituellement calme, semblait étrangement silencieux, comme si même les animaux s'étaient réfugiés, redoutant ce qui allait se passer. J'ai attendu que la lune soit haute dans le ciel avant de me diriger vers le cimetière. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ai franchi les grilles en fer forgé qui grincèrent sinistrement derrière moi. L'obscurité était profonde, mais la lumière argentée de la lune illuminait les rangées de tombes, projetant des ombres inquiétantes. Au début, tout semblait normal, aussi normal que pouvait l'être un cimetière en pleine nuit. Je marchais lentement, écoutant les bruits environnants, le bruissement du vent dans les arbres, le craquement des feuilles mortes sous mes pieds. Mais plus j'approchais de la tombe sans nom, plus l'atmosphère changeait. L'air se refroidissait d'une manière anormale, et j'avais l'impression d'être observé, comme si des yeux invisibles me suivaient dans l'obscurité. Chaque pas me semblait plus difficile que le précédent, comme si quelque chose essayait de m'arrêter, de me faire rebrousser chemin. Puis, je l'ai vue. Une silhouette blanche, floue d'abord, mais se précisant à mesure qu'elle s'avançait lentement entre les tombes. Elle portait une longue robe de mariée, déchirée par endroits, et son voile flottait dans une brise que je ne pouvais ni sentir ni entendre. Son visage était pâle, presque cadavérique, et ses yeux, creux et vides, semblaient regarder droit à travers moi. Je sentais mon sang se glacer dans mes veines, mais je ne pouvais pas détourner le regard. C'était elle, la Nuova fantôme. Elle se déplaçait d'un pas lent, presque gracieux, vers la tombe sans nom. Je n'osais plus bouger. Mon instinct me hurlait de m'enfuir, mais mes jambes étaient comme paralysées. Elle s'est arrêtée devant la tombe et d'un geste fluide s'est penchée pour poser délicatement quelque chose sur la pierre froide. Je n'ai pu discerner qu'un éclat argenté à la lumière de la lune. Une bague, sans doute.
À cet instant précis, les fleurs fraîches qui décoraient la tombe ont commencé à se faner sous mes yeux, comme si la vie en elles était aspirée par une force invisible. Puis, la mariée se tourna lentement vers moi. Son regard vide me fixait maintenant directement, et je sentais une force inexplicable m'attirer vers elle, comme si je n'étais plus maître de mon propre corps. L'air autour de moi devint glacial, et je savais, au plus profond de moi, que j'étais en grand danger, tout comme ces deux jeunes qui avaient disparu avant moi. Je ne pouvais plus bouger. C'était comme si mes pieds étaient enracinés dans le sol, et l'air lui-même semblait se refermer autour de moi, me pressant de toutes parts. La Nuava continuait de me fixer, et une terreur indicible me saisit. Tout ce que j'avais entendu sur elle, tout ce que les villageois avaient raconté, revenait en flash dans mon esprit. J'étais confronté à quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple fantôme. C'était une présence ancienne, chargée de douleur et de colère, qui semblait puiser sa force dans la terre même où je me trouvais. Elle commença à avancer lentement vers moi. Ses mouvements étaient fluides, mais chaque pas qu'elle faisait résonnait dans mon esprit comme un coup de tonnerre. Je pouvais entendre mon propre souffle s'accélérer, mes pensées se bousculant, cherchant désespérément une issue, une échappatoire. Mais il n'y en avait pas. J'étais piégé à sa merci. Le froid autour de moi devenait de plus en plus intense, comme si la vie elle-même était aspirée par cette figure spectrale. À cet instant, mes yeux se posèrent de nouveau sur la tombe sans nom. Quelque chose clochait. Les fleurs qui avaient fané semblaient désormais complètement desséchées, presque transformées en poussière. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. La terre devant la tombe, là où l'on aurait attendu qu'elle soit immobile, était légèrement perturbée, comme si elle avait été récemment retournée. Une idée effrayante me traversa l'esprit. Quelqu'un, ou quelque chose, venait régulièrement à cet endroit. Alors que la Nuava était à quelques pas de moi, la réalité de la situation m'envahit d'un coup. Je n'étais pas simplement spectateur de cette scène macabre, j'étais sur le point de devenir sa prochaine victime. La légende n'était pas une vieille histoire oubliée. Elle était bien réelle, vivante, et cette femme cherchait à compléter un mariage qui ne s'était jamais déroulé. C'était clair maintenant, les deux jeunes disparus n'étaient pas les premiers, et je ne serais probablement pas le dernier si je ne faisais rien. Dans un ultime élan de panique, j'ai réussi à détourner les yeux de son visage. J'ai rassemblé toute la force qu'il me restait pour briser l'étreinte glaciale qui me paralysait. Je ne sais pas comment, mais mes jambes ont finalement répondu. J'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière, pas même un instant. Le cimetière défilait autour de moi, les pierres tombales apparaissant et disparaissant dans mon champ de vision, tandis que le rugissement du vent semblait se lever derrière moi me poursuivant. Je ne me suis arrêté que lorsque j'ai franchi la grille rouillée du cimetière, mon cœur battant à tout rompre, mes poumons brûlants. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, restait gravé dans ma mémoire. Je savais maintenant pourquoi personne ne revenait jamais du cimetière après avoir vu la mariée. Elle n'était pas seulement un fantôme cherchant vengeance, elle cherchait des âmes pour les emmener avec elle dans son monde, là où la douleur et la trahison ne cesseraient jamais de résonner. Ce soir-là, j'ai compris une vérité terrifiante. Certains mystères doivent rester intacts, car les déterrer peut entraîner des conséquences que nul ne peut supporter. Je suis arrivé dans ce petit village des Alpes un jour d'hiver, lorsque la neige recouvrait chaque surface d'un manteau blanc éclatant. Les ruelles étroites étaient désertes et une atmosphère de mystère planait sur ce lieu isolé. En tant que conducteur de camion, j'avais souvent traversé des régions reculées, mais il y avait quelque chose d'étrange à propos de ce village. Les habitants avaient un regard inquiet, comme s'ils craignaient de parler de certains sujets. Alors que je m'arrêtais pour faire le plein, j'ai remarqué un groupe de villageois chuchotant à l'entrée de la taverne. Lorsque je suis passé près d'eux, ils ont cessé de parler, me lançant des regards furtifs. Curieux, je me suis approché et ai demandé ce qui les inquiétait. C'est alors qu'un vieil homme, dont le visage était marqué par le temps, a pris la parole. « Tu ne devrais pas t'approcher de cette maison abandonnée à l'extérieur du village. »
a-t-il dit d'une voix grave. Ils disent qu'elle est hantée. Beaucoup ont vu une silhouette pâle et courbée dans la fenêtre du 2e étage. Personne ne sait ce qui est arrivé à ceux qui ont osé s'y aventurer après le coucher du soleil. J'ai souri, pensant que ce n'était que des histoires pour effrayer les enfants. Après tout, je n'étais pas superstitieux. Je lui ai dit que j'avais l'habitude de rester seul dans des endroits isolés, que les légendes ne me faisaient pas peur. Il a secoué la tête, visiblement inquiet, mais je n'y ai pas prêté attention. Alors que je quittais le village, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un dernier regard à la maison. Elle se tenait là, à la lisière de la forêt, sinistre et mystérieuse, comme une dent de la montagne. Ses fenêtres brisées semblaient me scruter, et une vague d'angoisse a commencé à m'envahir. Mais, au fond de moi, la curiosité l'emportait sur la peur. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière ces murs? Pourquoi tant de gens évitaient-ils cet endroit? Cette nuit-là, alors que la tempête se préparait à éclater, j'ai pris la décision de me rendre à la maison abandonnée. Je pensais que cela ne pourrait être qu'une simple aventure, un petit frisson à raconter. Cependant, je n'avais aucune idée du cauchemar qui m'attendait. Lorsque je suis arrivé à la maison abandonnée, le vent hurlait à mes oreilles et la neige tombait drue, créant un paysage à la fois magnifique et terrifiant. La maison se tenait là, dans l'obscurité, comme un monstre dormant. La porte grinçait sinistrement lorsque je l'ai poussée, et une odeur de moisi m'a assailli, me faisant frissonner. Je me suis dit que c'était juste une maison vide, mais au fond de moi, une voix me chuchotait de faire demi-tour. Je me suis installé à l'intérieur, essayant de me convaincre que j'étais simplement en train de chercher un refuge temporaire. J'ai allumé une lampe de poche, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Chaque craquement du plancher semblait résonner comme un avertissement. Mes pensées se mélangeaient alors que je m'imaginais dans les histoires que j'avais entendues au village. En regardant autour de moi, je pouvais voir des objets laissés à l'abandon. Une chaise brisée, un vieux cadre de photo dont l'image était trop décolorée pour être reconnaissable. J'ai décidé d'explorer un peu plus, espérant trouver des indices sur ce qui avait conduit cette maison à son état de négligence. Mais au fur et à mesure que je montais les escaliers, une sensation d'oppression m'envahissait. L'air devenait plus lourd à chaque pas que je faisais. Enfin, j'ai atteint le 2e étage. Une lumière faible filtrait à travers une fenêtre poussiéreuse, et la silhouette des arbres extérieurs se dessinait contre le verre. Mais ce qui m'a attiré, c'est une porte légèrement entr'ouverte à l'extrémité du couloir. J'ai approché, ma curiosité me poussant à l'explorer. Alors que je poussais la porte, un frisson me parcourut. L'espace était rempli de vieilles affaires, mais une sensation étrange flottait dans l'air. À cet instant précis, j'ai entendu un léger bruit, comme un souffle ou un chuchotement venant de derrière la fenêtre. Je me suis retourné lentement et là, à ma grande horreur, je l'ai vu. Une figure pâle, courbée, émergeait de l'ombre. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, fixés sur moi avec une intensité glaçante. J'ai voulu fuir, mais mes jambes semblaient collées au sol. La terreur m'envahissait. Tout ce que j'avais entendu des villageois me revenait en mémoire. La légende de la silhouette dans la maison, le regard des habitants, leur peur palpable. Je me suis demandé si j'étais le prochain à disparaître. Mon cœur battait la chamade, alors que je réalisais que j'avais ignoré tous les avertissements. Et maintenant, je pouvais presque sentir son souffle sur ma nuque. Je me tenais là, pétrifié, tandis que la figure courbée avançait lentement vers moi. L'obscurité du couloir semblait se resserrer autour de moi, comme si la maison elle-même voulait m'engloutir. Mon instinct de survie s'est enfin réveillé, et j'ai réussi à faire un pas en arrière. Mais c'était trop tard. Elle s'était déjà approchée suffisamment pour que je puisse distinguer ses traits. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses cheveux longs et noirs pendaient en désordre autour de son visage. Je suis tombé sur un vieux meuble, faisant un bruit sourd qui a résonné dans le silence oppressant de la maison. À ce moment-là, la créature a levé la main, un geste lent et gracieux, comme si elle me demandait de rester. Mais je savais que je ne devais pas l'écouter. Je suis devenu fou de peur, et en un éclair, j'ai tourné les talons et j'ai couru dans le couloir, mon cœur battant à tout rompre.
En descendant les escaliers à toute vitesse, j'ai entendu un murmure dans l'air. Des mots inaudibles qui flottaient autour de moi, mais je n'avais pas le temps de comprendre. J'ai franchi la porte d'entrée, sortant dans la tempête, le froid glacial me frappant comme une claque. Je n'ai pas osé regarder en arrière, mais je pouvais sentir une présence juste derrière moi, comme une ombre collante. Lorsque j'ai atteint le bord de la forêt, mon esprit était en ébullition. Comment avais-je pu être aussi imprudent? J'avais toujours considéré ces histoires comme de simples légendes. Je pensais que la peur des villageois était infondée. Mais là, dans cette maison, j'avais vu quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui n'aurait pas dû exister. En errant dans les bois, j'ai perdu toute notion de temps. Je ne savais pas où j'allais, mais une voix intérieure me disait de courir, de fuir cette maison maudite. La tempête continuait à rugir, rendant tout autour de moi encore plus menaçant. Les branches craquaient, et des cris de la nature se mêlaient à mes propres hurlements de terreur. Enfin, j'ai trouvé un chemin, et je l'ai suivi, espérant tomber sur quelqu'un qui pourrait m'aider. Mon esprit était en désordre, mais une phrase résonnait dans ma tête. Elle m'observait tout le temps. C'était comme un écho, une phrase qui s'accrochait à mon âme, et qui ne me lâchait pas, me poursuivant comme un spectre. J'ai finalement réussi à sortir de la forêt, mes vêtements trempés et ma peau engourdie par le froid. La tempête s'était calmée, laissant place à un silence inquiet, seulement perturbé par le bruissement des feuilles. Je suis arrivé dans un petit hameau, où les lumières des maisons brillaient timidement dans l'obscurité. Mes jambes tremblaient encore, mais je savais que je ne pouvais pas rester seul. Je devais raconter ce que j'avais vu. Les villageois m'ont regardé avec curiosité, mais aussi avec une certaine inquiétude. Ils savaient que j'avais été à la maison. Quand je suis entré dans la taverne, tous les visages se sont tournés vers moi. J'ai pris une profonde inspiration, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Finalement, un homme, le même vieux qui m'avait mis en garde au début, s'est approché de moi. Ses yeux étaient pleins de compassion et de terreur. « Que s'est-il passé » m'a-t-il demandé, d'une voix rauque. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, chaque détail, chaque frisson. Pendant que je parlais, je pouvais voir le visage des autres villageois se transformer, leurs expressions allant de l'incrédulité à l'horreur. Ils connaissaient tous l'histoire de la figure dans la maison, mais entendre un récit vivant, frais, d'un témoin était différent. « Elle n'est pas seulement une légende », a déclaré le vieil homme, sa voix tremblante. « Elle a été vue par d'autres, mais ceux qui l'ont aperçue, ils ne sont jamais revenus. Nous avons perdu trop de gens à cause de cette maison. » À ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement en train de parler de la maison. Je devenais partie prenante d'un récit plus vaste, un récit de peur, de désespoir et de mystère. Puis, le ton a changé. Un jeune homme a parlé d'un camionneur qui avait disparu après avoir cherché refuge dans cette même maison il y a plusieurs mois. C'était lui. Il l'avait retrouvé errant dans la forêt, murmurant des mots incompréhensibles. Tout le monde avait ignoré les avertissements, pensant qu'il pouvait défier la peur. Mais maintenant, il voyait en moi un avertissement. J'étais le dernier lien entre le monde extérieur et ce mal qui hantait leur village. Le vieux homme m'a pris à part. « Nous devons aller à la maison. Tu dois affronter ce que tu as vu, a-t-il dit. Je me suis senti tiraillé entre l'envie de fuir et l'obligation de comprendre. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était que la phrase que j'avais répétée sans cesse résonnait en moi. Elle m'observait tout le temps. Je savais que je ne pouvais pas simplement l'oublier. Je devais revenir à cet endroit, affronter mes peurs, et peut-être même découvrir la vérité derrière cette silhouette. Nous nous sommes réunis devant la maison abandonnée, la lune illuminant faiblement le paysage. Les villageois, armés de lanternes et de courage, s'étaient rassemblés autour de moi, un mélange de curiosité et de peur dans leurs yeux. Je pouvais sentir la tension dans l'air, une énergie palpable qui m'enveloppait alors que nous nous apprêtions à affronter ce qui avait hanté notre communauté pendant si longtemps. L'ancien du village, le même homme qui m'avait averti au début, a pris la tête du groupe. « Nous devons être prudents », a-t-il murmuré, son visage marqué par l'inquiétude. Les disparitions, la silhouette, tout cela est lié à cette maison.
J'ai hoché la tête, me sentant à la fois déterminé et effrayé. Je savais que je devais entrer, que je devais faire face à ce qui m'attendait à l'intérieur. Nous avons poussé la porte grinçante, qui s'est ouverte avec un bruit sinistre, comme si la maison elle-même protestait contre notre intrusion. L'air était lourd et humide, imprégné de l'odeur du moisi et du temps passé. La lumière des lanternes projetait des ombres étranges sur les murs, et chaque craquement sous nos pieds me faisait frémir. En montant les escaliers, le sentiment d'oppression est devenu encore plus fort. Chaque pas me rapprochait de la vérité, mais aussi d'un danger inconnu. Nous avons atteint le 2e étage, et l'angoisse était palpable. Je pouvais sentir le regard de mes compagnons sur moi, une pression croissante qui me poussait à avancer. Soudain, un bruit sourd retentit derrière nous, comme si une porte venait de se fermer violemment. Les visages des villageois se sont tournés vers moi, leurs yeux écarquillés de peur. « Qu'est-ce que c'était » a chuchoté une femme, ses mains tremblantes. J'ai réalisé que nous étions piégés, que quelque chose ou quelqu'un ne voulait pas que nous quittions cet endroit. Avant que je puisse réagir, la figure est apparue à nouveau, se tenant dans l'ombre au bout du couloir. Sa silhouette pâle et courbée était plus distincte que jamais, et je pouvais voir ses yeux briller dans l'obscurité. Le souffle court, je me suis approché, une vague de détermination me poussant à avancer. « Qui es-tu » ai-je crié, ma voix résonnant dans le silence. Elle a levé la main, et à cet instant, un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Elle m'observait tout le temps, murmurai-je, réalisant que cette phrase était bien plus qu'un simple mot. Elle était un appel à l'aide, une connexion entre les disparus et moi. Les villageois se sont regroupés derrière moi, et j'ai senti leur peur se mêler à la mienne. Mais au lieu de fuir, nous avons compris que nous devions affronter ce mal ensemble. Alors que la silhouette avançait, nous avons fait un pas en avant, unis dans notre détermination à découvrir la vérité. La pièce s'est remplie d'un murmure étrange, comme si les âmes des disparus appelaient à travers le temps. Une lumière a commencé à émaner de la silhouette, et soudain, j'ai compris que ce n'était pas un esprit vengeur. C'était une âme perdue, piégée entre ce monde et l'autre. Je me suis tourné vers les villageois, mes yeux pleins de compréhension. « Nous devons l'aider », ai-je déclaré. Et alors que nous tendions la main, la silhouette s'est immobilisée, son visage se révélant dans la lumière. C'était une femme, non pas un monstre, mais une âme désespérée qui cherchait la paix. Ensemble, nous avons commencé à murmurer des mots de réconfort, et lentement, la figure s'est dissipée dans la lumière, emportant avec elle les secrets et les souffrances qui avaient longtemps hanté ce village. À ce moment-là, nous avons su que nous avions mis fin à un cycle de peur, que la maison, bien qu'abandonnée, n'était plus un lieu de terreur, mais un espace de guérison. Nous avons quitté cet endroit, transformé à jamais par cette expérience, portant avec nous l'histoire de ceux qui avaient souffert, mais aussi la lumière de ceux qui avaient trouvé la paix. Je me souviens de ce petit village perdu dans les montagnes du Portugal, un endroit où le silence régnait, brisé seulement par le vent qui sifflait entre les arbres, et une fois la nuit tombée, par une voix. Une voix qui chantait. Les habitants l'appelaient A Voz, comme si elle faisait partie du paysage, de l'air que l'on respire, et pourtant personne ne savait d'où elle venait. La première fois que je l'ai entendue, c'était un chant doux, mélancolique, qui semblait s'élever des collines entourant le village. Au début, j'ai cru à un simple écho de la nature, peut-être le bruit d'un ruisseau ou le souffle du vent. Mais non, c'était bien une femme qui chantait seule, sa voix transportant une tristesse inexplicable. Les villageois en parlaient à voix basse, comme s'ils craignaient de trop en dire, comme si la mélodie elle-même portait un malheur. On m'a raconté que cette voix résonnait depuis des années. Chaque soir, au crépuscule, elle commençait inlassablement. Personne n'avait jamais vu cette femme, et ceux qui avaient tenté de la suivre, eh bien, ils n'étaient jamais revenus. C'est juste une vieille légende, avais-je pensé à ce moment-là. Mais quand vous êtes là, au cœur de ces montagnes, avec ce chant qui vous entoure, cette légende prend une toute autre dimension. Je me souviens du regard des villageois, méfiants mais résignés, comme s'ils savaient que la voix faisait partie de leur réalité, un élément inévitable de leur vie.
Ils sont arrivés au village un après-midi d'été, une famille de touristes comme les autres. Un père, une mère et 2 enfants. Ils portaient ces grands sacs à dos avec des sourires pleins d'enthousiasme, prêts à découvrir la nature sauvage des montagnes portugaises. Les habitants les ont regardés passer, murmurant entre eux. Je me rappelle avoir entendu une vieille femme sur le pas de sa porte leur murmurer en portugais « Ne suivez pas la voie ». Mais comme tous les autres avant eux, ils n'y ont pas prêté attention. Pour eux, ce n'étaient que des histoires locales, de simples superstitions. Le père, surtout, semblait amusé. Il riait, disant qu'il ne croyait pas aux fantômes. Ils ont planté leur tente près de la lisière du bois, un peu à l'écart du village, juste sous les montagnes où la voix chantait le plus fort. La première nuit, ils ont entendu le chant. Plus tard, certains villageois diraient avoir vu une lueur vaciller dans leur campement, comme une lanterne agitée par le vent. D'autres diraient qu'ils avaient entendu des pas dans la forêt. Mais tout cela n'était que des murmures échangés après coup, des histoires racontées pour expliquer l'inexplicable. Je me souviens de cette nuit-là comme si c'était hier. Le silence d'abord, puis ce chant lointain qui résonnait entre les arbres. La mère, paraît-il, avait voulu rester près de la tente avec les enfants, mais le père, curieux et excité par l'aventure, avait insisté pour qu'ils suivent la voie. Il pensait qu'en gravissant un peu la montagne, il découvrirait peut-être la source de cette étrange mélodie. Le lendemain matin, le village était étrangement calme. Les habitants avaient l'habitude d'entendre les bruits des campeurs qui se réveillent, préparent leur petit déjeuner, parlent fort dans une langue étrangère. Mais ce jour-là, il n'y avait rien. Pas de fumée de feu de camp, pas de rire d'enfants. Juste le silence. Certains villageois inquiets ont décidé d'aller vérifier. Quand ils sont arrivés à l'endroit où la famille avait planté sa tente, ils ont trouvé le campement vide. Tout était en ordre. Comme si la famille avait simplement quitté les lieux pour une balade matinale. Leurs affaires étaient toujours là, les sacs de couchage, des vêtements pliés soigneusement et même un réchaud encore intact. Rien ne semblait indiquer une fuite précipitée ou un accident. Mais il y avait quelque chose d'étrange. La tente était ouverte, battant légèrement au rythme du vent, et à l'intérieur, il n'y avait aucun signe de vie. Aucune trace de lutte. Aucun indice d'où ils auraient pu aller. C'était comme s'ils s'étaient simplement volatilisés. Le père, la mère, les 2 enfants, tous partis, sans laisser de traces. La rumeur se répandit rapidement dans le village, et bientôt, une équipe de recherche fut organisée. Des policiers, des villageois, et même quelques randonneurs qui passaient par là, se joignirent à l'effort. Ils fouillèrent les bois, les collines, les rivières. Chaque chemin, chaque sentier fut inspecté. Mais il n'y avait rien. Pas un seul indice de leur passage, comme s'ils n'avaient jamais existé. Au 3e jour des recherches, alors que l'espoir de retrouver la famille s'amenuisait, quelque chose d'étrange se produisit. Un des villageois qui participait à la fouille tomba sur un petit objet, à moitié enfoui sous les feuilles, à quelques centaines de mètres du campement. C'était un vieux modèle de gravateur à cassette, appartenant au père. La cassette à l'intérieur était intacte, bien qu'un peu usée par l'humidité. De retour au village, tout le monde se rassembla dans le petit café local pour écouter ce que la cassette contenait. L'atmosphère était tendue et personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Quand l'enregistrement démarra, le grésillement habituel des appareils portatifs remplissait la pièce. On entendait la voix du père joyeux, commentant leur randonnée nocturne, parlant du chant mystérieux qui les avait poussés à s'aventurer plus loin. Il plaisantait avec sa femme, affirmant qu'ils allaient résoudre le mystère du village. Puis la voix changea. Le ton devint plus inquiet, haletant. On pouvait entendre les branches craquer sous leurs pas rapides et la voix des enfants se faire plus nerveuse. « Tu entends ça ?» murmurait le père. Le chant devenait plus fort, mais étrangement déformé, comme s'il venait de partout à la fois. Soudain, un long silence. Puis un sifflement, presque imperceptible, suivi de chuchotements. Des mots indistincts se mélangeaient avec des gémissements étouffés. « Aidez-moi. Je vous en supplie. » Des mots entrecoupés par des bruits de souffle rauque, comme si quelqu'un étouffait. Les chuchotements devenaient de plus en plus désespérés, presque suppliants. Et enfin, un dernier cri, brutal et déchirant, qui fit frissonner tous les présents.
Puis, plus rien. L'enregistrement s'arrêta brutalement, laissant une atmosphère glaciale dans la pièce. Personne ne parla après cela. Le gravateur fut éteint, mais les chuchotements semblaient encore résonner dans les esprits de tous ceux qui avaient écouté. Après la découverte du gravateur et l'écoute terrifiante de la cassette, les recherches furent suspendues. Le mystère de la disparition de la famille se transforma en légende, et plus personne n'osa s'aventurer près des montagnes la nuit. Même ceux qui avaient participé aux fouilles et entendu l'enregistrement restaient silencieux, comme si parler de cette histoire pouvait attirer la même malédiction sur eux. Avec le temps, le village continua de vivre sous l'ombre de cette disparition, mais la voix, elle, ne disparut jamais. Chaque soir, au coucher du soleil, elle recommençait à se faire entendre. Parfois douce, parfois déformée, elle résonnait entre les montagnes, comme un appel lointain et désespéré. Les habitants, résignés, avaient appris à ne plus prêter attention, à ne plus tendre l'oreille, comme si ignorer ce chant était leur seule défense contre le sort qui avait frappé les touristes. Des années après l'incident, certains visiteurs prétendaient encore entendre des voix à l'orée de la forêt, des murmures appelant à l'aide, similaires à ceux capturés sur le gravateur. Des randonneurs rapportaient des sensations étranges, comme si quelqu'un les suivait ou les observait. Mais personne n'osait plus vraiment s'en approcher. La disparition de la famille de 1987 demeura un mystère non résolu, et le village resta marqué par ce souvenir, sa réputation ternie par cette voix inexpliquée. Quelques-uns murmurent encore que le chant est celui d'une âme perdue, cherchant à attirer d'autres âmes dans sa funeste destinée. Et chaque fois que quelqu'un disparaît dans les montagnes environnantes, le village reste silencieux, comme si ses habitants savaient, au fond d'eux, que la voix les a encore réclamés. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. Notre village, niché au creux des montagnes de l'Amérique latine, a toujours été entouré de mystères. Les anciens parlaient souvent de cette vieille mine d'or abandonnée, là-haut, au-delà des collines. Ils disaient que personne ne devait s'en approcher, que des choses étranges s'étaient passées là-bas, des siècles auparavant, quand les chercheurs d'or affluaient encore par dizaines. Certains ne revenaient jamais, d'autres revenaient, changés. Mais avec le temps, ces histoires sont devenues des légendes, et les légendes, vous savez, finissent par n'être que des contes pour effrayer les enfants. Je me souviens, ce jour-là, assis au café du village, nous étions trois. Javier, Pablo et moi. La discussion a rapidement tourné autour de la mine, comme toujours quand il n'y avait rien d'autre à raconter. Javier, avec son rire nerveux, a été le premier à lancer l'idée. Et si on y allait? Qui sait, peut-être qu'il reste encore de l'or là-bas, caché dans ces tunnels oubliés. Pablo a rigolé, mais je voyais dans ses yeux qu'il était tenté. Moi, j'étais plus réticent, mais la curiosité a fini par l'emporter. Après tout, nous n'avions rien à perdre. Le village semblait paisible ce matin-là, le ciel d'un bleu éclatant, contrastant avec l'austérité des montagnes. Mais plus nous nous approchions de la mine, plus une lourdeur s'installait. Le chemin était difficile, presque envahi par la végétation, comme si la nature elle-même essayait de nous en empêcher. À mesure que nous gravissions les pentes, l'air devenait plus froid, et un silence étrange régnait, brisé seulement par nos pas sur les feuilles mortes. Quand nous sommes arrivés devant l'entrée béante de la mine, une sensation glaciale m'a parcouru l'échine. La bouche du tunnel ressemblait à une mâchoire noire, prête à nous avaler. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à Javier, qui s'efforçait de cacher sa nervosité, et à Pablo, qui serrait sa lampe torche un peu trop fort. C'était le début de notre descente dans l'oubli. La première chose que j'ai ressentie en entrant dans la mine, c'était l'humidité oppressante. L'air était épais, presque suffocant, comme si chaque respiration devenait un effort conscient. Nos lampes éclairaient à peine les parois de pierre, couvertes de moisissures et de lichen, et l'obscurité semblait avaler la lumière à mesure que nous avancions. À chaque pas, le sol crissait sous nos pieds, les échos résonnant autour de nous, se perdant dans les profondeurs insondables. Plus nous progressions, plus une tension étrange s'installait. Au début, c'était juste une impression, une sensation diffuse que quelque chose n'allait pas. Le tunnel s'enfonçait toujours plus loin dans la montagne,
et l'air devenait de plus en plus glacial. Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé des heures, la pénombre devenant de plus en plus lourde à supporter. Javier, qui menait la marche, s'est soudainement arrêté. « Vous entendez ça » a-t-il murmuré. J'ai tendu l'oreille, mais il n'y avait rien. Juste le silence, ce silence écrasant qui semblait peser sur nos épaules. « C'est dans ta tête » ai-je rétorqué, tentant de garder une façade de calme. Mais même en disant cela, je sentais moi aussi quelque chose. Ce n'était pas un bruit, pas exactement. Plutôt une vibration, un murmure presque imperceptible, qui semblait venir des profondeurs de la terre. Pablo n'a rien dit, mais son visage pâle trahissait son malaise. Nous avons continué à avancer, mais l'atmosphère était de plus en plus lourde. À un moment, nos lampes ont vacillé, toutes en même temps, comme si quelque chose essayait de les éteindre. Je me souviens du regard de Javier à ce moment-là. Un mélange de peur et de défi. Il a allumé une autre lampe, plus puissante, et nous avons repris la marche, mais l'étrange sensation ne nous quittait pas. Puis, sans avertissement, le tunnel s'est élargi devant nous, débouchant sur une immense caverne. Le silence ici était encore plus oppressant, presque assourdissant. Au centre, quelque chose brillait faiblement dans la lumière de nos lampes. Une vieille structure en bois, peut-être un vestige des mineurs d'antan, se dressait là, mais elle semblait déplacée, comme si elle n'avait pas sa place dans ce lieu oublié. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Javier s'est approché de la structure, son visage éclairé d'une lueur d'excitation morbide. « Regardez » a-t-il murmuré en pointant du doigt. Avant que nous puissions réagir, un bruit sourd, presque viscéral, a retenti du fond de la caverne. Ce n'était pas un éboulement, ni le grondement de la terre. C'était autre chose, quelque chose de vivant. Nous sommes restés figés pendant quelques secondes, incapables de bouger ou de parler. Ce bruit, profond et résonnant, semblait provenir des entrailles même de la montagne. Nos lampes tremblaient légèrement dans nos mains, projetant des ombres vacillantes sur les parois de la caverne. Javier, pourtant, ne recula pas. Il avançait lentement vers la structure en bois, ses yeux fixés sur quelque chose que Pablo et moi ne pouvions pas voir. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je chuchoté, ma voix à peine audible, comme si j'avais peur que quelque chose d'invisible nous entende. Mais il ne répondit pas. Javier tendit la main, comme s'il était attiré par une force irrésistible, et avant que je puisse l'arrêter, il toucha l'une des poutres usées de la structure. C'est là que tout s'est effondré. Une rafale glaciale traversa la caverne, éteignant nos lampes en un clin d'œil. Nous avons été plongés dans une obscurité totale. Tout autour de moi, il n'y avait que le noir, si dense que j'avais l'impression que la caverne entière se refermait sur nous. Mais ce n'était pas juste l'obscurité. Il y avait une présence. Quelque chose nous entourait, nous observait. Pablo a commencé à respirer de plus en plus vite, et je l'entendais reculer, ses pas résonnant dans l'écho étouffé de la caverne. « Il faut sortir d'ici » siffla-t-il entre ses dents, la panique montant en lui. Mais alors que nous nous préparions à fuir, ce bruit est revenu. Ce n'était plus un grondement sourd, c'était un murmure, un chuchotement qui semblait venir de partout à la fois, glissant sur nos peaux comme une brise froide, incompréhensible, mais terriblement humain. Javier se retourna enfin vers nous, son visage blême et ses yeux grands ouverts de terreur. « Vous l'entendez » murmura-t-il, sa voix tremblante. Avant que nous puissions répondre, il s'effondra au sol, inconscient. Nous n'avions pas le temps de comprendre ce qui se passait. Pablo et moi l'avons saisi sous les bras, traînant son corps inerte à travers le tunnel, cherchant désespérément la sortie. Le trajet de retour fut un cauchemar. Le murmure nous suivait, s'amplifiant à chaque pas, se glissant dans nos têtes, brouillant nos pensées. Je ne sais pas combien de temps nous avons couru dans cette obscurité totale, mais à un moment, la lumière du jour nous a enfin frappés. Nous avons émergé de la mine, haletants et épuisés, avec Javier toujours inconscient entre nos bras. Mais alors que nous touchions enfin le sol ferme à l'extérieur, je me suis retourné une dernière fois vers l'entrée de la mine. Et là, juste à l'orée de l'obscurité, j'ai vu une silhouette. Immobile, nous observant. Les jours qui ont suivi notre sortie de la mine furent un véritable tourbillon d'angoisse et de confusion. Javier est resté inconscient pendant des heures, et quand il s'est finalement réveillé, il semblait être une ombre de lui-même.
Ses yeux, autrefois pétillants de vie, étaient désormais vides et éteints, comme s'il avait été marqué par une expérience que nous ne pouvions pas comprendre. Il ne parlait plus, ne bougeait que pour se lever et se recroqueviller dans un coin, perdu dans ses pensées. Pablo et moi avons essayé de lui parler, de comprendre ce qui s'était passé dans la mine, mais chaque fois que nous évoquions le tunnel ou la voie, Javier se mettait à trembler, son regard se perdant dans le vide. Au bout de quelques jours, il a commencé à avoir des crises de panique, se levant en pleine nuit, en hurlant, sa voix résonnant dans l'obscurité de sa chambre. Nous étions impuissants face à cette transformation, et les villageois ont commencé à murmurer sur ce que nous avions découvert. C'est alors que les rumeurs ont commencé à circuler, que les habitants du village ont commencé à parler du troisième homme, celui qui avait disparu. Des histoires de fantômes parcouraient les ruelles, et les plus âgés évoquaient le nom de Juan, un mineur qui avait disparu des années auparavant dans des circonstances similaires. Il disait qu'il errait encore dans les montagnes, un esprit tourmenté, cherchant la paix qu'il n'avait jamais trouvée. À chaque crépuscule, des témoignages ont commencé à apparaître. Des villageois affirmaient avoir vu un homme, silhouette floue, errant près de l'entrée de la mine, une bâtéa dorée à la main. Leur récit était effrayant. Ils murmuraient des choses incompréhensibles, un chant mélancolique qui évoquait des souvenirs d'une époque révolue, un appel désespéré à l'aide. Les enfants, fascinés par ces histoires, commençaient à s'aventurer près de la mine, mais étaient rapidement rappelés par leurs parents, effrayés par ce qu'ils avaient entendu. Et moi? Chaque nuit, je me réveillais en sursaut, trempé de sueur, le murmure de cette voix obscure résonnant dans ma tête. J'avais l'impression que quelque chose, quelque part dans la montagne, voulait que je revienne. Les visages de mes amis, la terreur dans leurs yeux, m'assaillaient. Mais malgré ma peur, une étrange attirance pour ce mystère grandissait en moi. Un besoin irrépressible de comprendre ce qui s'était passé ce jour-là dans les ténèbres. Une nuit, alors que la lune brillait intensément, j'ai décidé de retourner près de la mine. Peut-être que cette fois, je découvrirais ce que Javier et moi avions vraiment trouvé. À chaque pas vers cette entrée béante, un mélange de peur et de curiosité s'emparait de moi. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me dirigeais vers cette obscurité, attiré par une force que je ne pouvais pas expliquer. Je suis arrivé à l'entrée de la mine, le souffle court et le cœur battant, comme si chaque pulsation résonnait dans l'obscurité environnante. L'odeur de la terre humide et de la poussière me saisissait. Et une fois de plus, je ressentais cette sensation glaçante qui m'avait assailli lors de notre première exploration. Pourtant, quelque chose à l'intérieur de moi me poussait à avancer. Une voix intérieure, peut-être, ou l'écho des murmures qui ne me lâchaient pas depuis notre retour. Je suis entré dans le tunnel, les murs de pierre s'élevant de chaque côté de moi, tels des géants silencieux. J'avais allumé ma lampe, mais la lumière vacillait, comme si elle avait peur d'illuminer ce qui se cachait dans l'obscurité. Chaque pas résonnait contre la pierre, et le silence pesant autour de moi était assourdissant. Les souvenirs de cette journée fatidique m'assaillaient, et je me demandais ce qui avait bien pu arriver à Javier et à moi. Alors que j'avançais, une brise froide soufflait, et j'ai commencé à entendre ce murmure. Ce n'était pas simplement le bruit du vent. C'était comme une voix, douce et plaintive, qui semblait m'appeler. Mon cœur battait plus vite, et je me suis rendu compte que je m'enfonçais de plus en plus loin dans le tunnel, suivant ce son mystérieux, comme si j'étais hypnotisé. Puis, tout à coup, la caverne s'est ouverte devant moi, et je me suis retrouvé au même endroit que la dernière fois. La structure en bois se tenait là, mais quelque chose avait changé. Elle semblait vibrer, comme si elle était vivante. Le murmure s'intensifia, m'enveloppant, me faisant frissonner jusqu'aux os. Et là, au centre de la caverne, je l'ai vu. La silhouette floue de Juan, le mineur disparu, se tenait près de la structure, tenant une bâtéa dorée. Son visage était indistinct, comme s'il était fait de brume. Il murmurait, et bien que je ne comprenne pas les mots, je pouvais sentir l'angoisse qui se dégageait de lui. Mon instinct m'a dit de fuir, mais une force invisible me retenait, comme si je faisais partie de ce drame ancien. Je me suis approché lentement, chaque pas étant un combat contre la peur qui menaçait de me submerger. « Juan » ai-je osé appeler,
ma voix tremblante. À cet instant, il a levé les yeux. Et nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient vides, mais dans ce vide j'ai perçu une profondeur d'émotion, de souffrance, un appel désespéré à la liberté. Le murmure s'est intensifié, se transformant en une mélodie envoûtante. C'était à la fois terrifiant et captivant. Je pouvais sentir les larmes monter dans mes yeux alors que je réalisais ce qu'il était. Un esprit piégé, cherchant à transmettre un message, une vérité oubliée. Mais la vérité sur quoi? Et quel rôle jouais-je dans cette histoire? À ce moment-là, un souffle glacial a traversé la caverne et les murs ont semblé vibrer avec une intensité nouvelle. La voix de Wan a soudainement changé, devenant plus pressante, comme un cri d'alarme. Je savais que je ne pouvais plus rester là. J'avais découvert quelque chose de terrible, quelque chose que je n'étais pas censé voir. Je me suis retourné et j'ai couru, fuyant la caverne, fuyant l'esprit qui murmurait dans les ombres, emportant avec moi le poids de son histoire inachevée. Je me souviens encore de ce que les anciens du village racontaient quand j'étais enfant. Nous vivions dans une petite bourgade perdue au cœur de la Russie, entourée de forêts épaisses et de collines brumeuses. Rien ne changeait vraiment ici. Les saisons se succédaient, les visages restaient les mêmes, et les histoires qu'on se racontait au coin du feu demeuraient inchangées depuis des générations. La plus terrifiante d'entre elles, c'était celle du homme de corde. On disait que ce mystérieux personnage n'apparaissait que lorsque quelqu'un était sur le point de mourir. Il ne frappait jamais 2 fois au même endroit. Il n'y avait pas de signe avant-coureur, seulement son apparition, silencieuse, menaçante et inéluctable. Selon la légende, l'homme de corde était grand, anormalement mince, et portait toujours une longue cape sombre qui traînait derrière lui comme une ombre maléfique. Personne ne l'avait jamais vu de près, et ceux qui prétendaient l'avoir aperçu affirmaient qu'il disparaissait toujours dans les collines après avoir accompli son œuvre macabre. C'était une histoire qu'on nous racontait pour nous effrayer, pour nous pousser à rester sages et à ne pas traîner dehors la nuit. Mais au fond de moi, même en grandissant, je ne pouvais pas m'empêcher de frissonner en pensant à cette légende. L'idée qu'une telle chose puisse rôder dans notre village, même seulement dans les contes, me glaçait le sang. Les vieux disaient que l'homme de corde ne laissait aucune trace, si ce n'est une corde fine et usée, trouvée à proximité des corps de ses victimes. Il n'y avait jamais de lutte, jamais de bruit, et pourtant, à chaque fois, les victimes étaient retrouvées mortes chez elles, comme si la mort les avait surprises dans leur sommeil. Les événements de l'été 2008 ont changé à jamais la perception que j'avais de cette vieille légende. Ce qui avait commencé comme des rumeurs se transforma en une véritable série de cauchemars pour notre village. La première victime fut Ivan, un homme d'une 50aine d'années, connu pour sa gentillesse et sa vie simple. On l'a retrouvé mort dans sa maison, étendu sur le sol de sa chambre, une expression figée de terreur sur son visage. Ce qui rendait sa mort particulièrement étrange, c'était que toutes les portes et fenêtres étaient fermées de l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Et pourtant, la cause de sa mort fut claire pour ceux qui l'avaient trouvé. Il avait été étranglé. Au début, tout le monde pensait à un accident ou à une sorte de crise inexplicable. Mais quand la deuxième mort survint à peine 2 semaines plus tard, les murmures commencèrent. Cette fois, c'était une femme, Natalia, qui vivait seule dans une petite maison au bord de la forêt. Elle aussi fut retrouvée morte, étranglée avec les mêmes détails troublants. Pas de traces d'intrusion, les portes verrouillées, aucune explication logique. Le village entier sombra dans l'inquiétude, et les souvenirs de la légende de l'homme de corde refirent surface. Chaque mort était plus dérangeante que la précédente. Les familles se cloîtraient chez elles, barricadaient les fenêtres et s'assuraient de ne jamais laisser un seul loquet ouvert la nuit. Malgré toutes ces précautions, les morts continuaient. Il n'y avait aucun schéma apparent, aucune logique dans le choix des victimes. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, tous pouvaient être pris. La peur grandissait dans notre communauté, et avec elle, un sentiment d'impuissance. Comment expliquer que ces personnes étaient retrouvées mortes dans des maisons fermées à clé, sans aucun témoin, sans aucun bruit, comme si la mort elle-même avait pénétré leurs murs,
sans être vu ni entendu. C'est à ce moment-là que l'idée d'une simple légende commença à se transformer en quelque chose de beaucoup plus réel et terrifiant pour nous tous. Puis vinrent les témoignages. Et c'est là que tout bascula définitivement dans l'horreur. Quelques villageois commencèrent à parler d'un homme étrange qu'ils auraient aperçu les nuits où les morts avaient eu lieu. Je me souviens distinctement des récits, car ils étaient tous similaires. Et leurs détails troublaient profondément ceux qui les entendaient. Les premiers témoins furent un couple de fermiers, Dmitri et Olga, qui habitaient à l'orée du village. Ils racontèrent avoir vu, dans la brume épaisse de minuit, une silhouette longiligne se déplacer lentement, presque nonchalamment, dans les rues désertes. L'homme, s'il s'agissait bien d'un homme, portait une longue cape noire qui semblait flotter derrière lui. Ils assurèrent qu'il se dirigeait vers la maison de Natalia, la victime la plus récente. Dmitri jura que l'inconnu s'était arrêté devant la porte de la maison, avait observé un moment, puis avait disparu dans l'ombre, sans laisser de traces. Quand ils apprirent la mort de Natalia le lendemain matin, ils furent convaincus d'avoir vu l'homme de corde. D'autres villageois commencèrent à rapporter des histoires similaires. Certains disaient avoir aperçu cet homme mystérieux non loin des maisons des victimes, toujours vêtu de sa cape noire, son visage à peine visible sous un large chapeau. Il ne parlait jamais, ne semblait jamais se précipiter, comme s'il savait que la mort l'accompagnait toujours et qu'elle faisait son travail en silence. Le témoignage qui m'effraya le plus fut celui de Maria, une vieille femme qui vivait seule près des collines. Elle déclara avoir vu cet homme dans son jardin, juste après la mort de son voisin, Piotr. Elle avait observé la silhouette sombre se fondre dans le paysage, se dirigeant vers les collines. Mais ce qui glaça le sang de tout le village, c'est lorsqu'elle ajouta, d'une voix tremblante, « Il s'est retourné et m'a regardé. Juste un instant, avant de disparaître. Je n'oublierai jamais ses yeux, vides, comme s'il n'avait plus d'âme. » Ces témoignages plongèrent le village dans une paranoïa totale. Personne n'osait plus sortir la nuit, et ceux qui le faisaient évitaient les rues sombres, jetant des regards nerveux autour d'eux. L'homme de corde n'était plus qu'une légende. Il était devenu une menace réelle, une présence oppressante qui semblait guetter, toujours en silence, prêt à frapper à nouveau. Le village entier sombrait dans la peur. Chaque nuit devenait une épreuve de survie pour nous tous. Les portes étaient barricadées, les fenêtres scellées avec tout ce que les gens pouvaient trouver. Planches, meubles, cadenas. Les familles se regroupaient dans une seule pièce, parfois même dormant toutes ensemble au sol, espérant que la proximité les protégerait de la menace invisible. Mais malgré toutes ces précautions, les morts continuaient. Pire encore, elles semblaient de plus en plus inévitables. Personne ne savait qui serait la prochaine victime. Chaque matin, la première chose que nous faisions était de vérifier les maisons des voisins, craignant toujours de trouver un autre corps, une autre maison verrouillée de l'intérieur, marquée par le passage silencieux de l'homme de corde. Nous étions tous sur le qui-vive, écoutant le moindre bruit suspect dans la nuit, redoutant l'instant où quelqu'un entendrait des pas lents et sourds se rapprocher. La tension était palpable. Les plus superstitieux déposaient des amulettes aux portes, allumaient des bougies et récitaient des prières chaque soir, comme si cela pouvait repousser l'entité maléfique qui rôdait parmi nous. On murmurait que certaines familles avaient commencé à fuir le village en secret, emportant leurs affaires en pleine nuit pour ne jamais revenir. Mais fuir n'était pas une option pour tous. Les plus vieux, ceux qui avaient vécu ici toute leur vie, refusaient de partir. Pour eux, quitter leur maison, c'était laisser derrière eux leurs racines, leurs souvenirs, et ils préféraient affronter la mort que de vivre dans l'exil. Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai entendu un bruit étrange à l'extérieur de ma propre maison. Un grincement, comme celui d'une corde frottant contre du bois. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je me suis figé, écoutant attentivement dans le silence pesant de la nuit. Pendant quelques minutes interminables, je n'entendis rien d'autre. Puis, soudain, un craquement sourd sur le sol, juste devant ma porte. La peur me paralysa. J'avais barricadé toutes les entrées, mais l'idée que l'homme de corde puisse déjà être là, à quelques mètres de moi, était terrifiante. J'ai attendu, le souffle court, jusqu'à ce que l'aube commence enfin à poindre.
Cette nuit-là, personne ne mourut, mais l'incertitude et la terreur constante rendaient la vie insupportable. Le village était devenu une prison, et l'homme de corde en était le geôlier invisible. Chacun savait que son tour pouvait venir à tout moment. Puis, il y eut la mort d'Anatoly, l'homme le plus robuste du village, celui que personne n'aurait imaginé voir tomber si vite. Il était le dernier espoir pour beaucoup d'entre nous, le seul à avoir osé affronter ouvertement la peur qui nous rongeait tous. Il avait proclamé haut et fort qu'il ne croyait pas aux légendes, qu'il n'avait pas peur de l'homme de corde. Anatoly avait même organisé des rondes nocturnes, espérant attraper le tueur en flagrant délit. Nous avions placé nos espoirs en lui, comme si, par sa force et sa détermination, il pouvait mettre fin à ce cauchemar. Mais lorsqu'on l'a trouvé, étendu sur le sol de sa maison, les mains crispées autour de son propre cou, il n'y avait plus de doute possible. L'homme de corde n'était pas un simple mortel. Anatoly avait lui aussi verrouillé chaque porte, chaque fenêtre. Il avait veillé toute la nuit avec une lampe à huile à portée de main et une arme, prêt à affronter quiconque oserait s'introduire chez lui. Pourtant, au matin, il était là, sans vie, étranglé par une force invisible. Ce fut le coup de grâce pour notre village. Après la mort d'Anatoly, personne ne se sentait en sécurité, pas même les plus sceptiques. Les départs se firent plus fréquents, les maisons abandonnées se multiplièrent, et le village se vida lentement de ses habitants. La terreur nous avait consumés. Ceux qui restèrent vivaient dans un silence lourd, hantés par l'idée que l'homme de corde rôdait toujours, attendant patiemment de frapper à nouveau. Les autorités, alertées par la série de morts étranges, finirent par envoyer des enquêteurs, mais aucune explication rationnelle ne put être donnée. Les maisons étaient toutes intactes, les portes et fenêtres toujours fermées de l'intérieur. Et il n'y avait aucune preuve d'intrusion. Aucun indice qui aurait pu guider les enquêteurs vers un coupable. L'homme de corde restait insaisissable. Une ombre parmi les ombres. Une légende devenue réalité. Avec le temps, la mémoire des événements de cet été s'effaça peu à peu pour ceux qui avaient survécu. Mais moi, je ne peux oublier. Chaque nuit, quand le vent souffle dans les collines et que les arbres craquent doucement sous la pression du froid, j'ai l'impression d'entendre à nouveau ce grincement. Celui d'une corde frottant contre du bois. Et je sais que même après tout ce temps, l'homme de corde n'a jamais vraiment disparu. Il attend, là, dans l'obscurité, prêt à revenir quand nous l'aurons oublié. Je me souviens encore du froid glacial qui s'abattait sur notre village cette année-là. Les hivers en Norvège sont durs, mais celui-ci semblait vouloir nous emprisonner dans une neige sans fin, coupant toute connexion avec le monde extérieur. Chaque nuit, le vent sifflait à travers les fissures des fenêtres, et le silence qui suivait était presque assourdissant. Mon père disait que c'était normal, que l'isolement faisait partie de la vie ici. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Quelque chose d'oppressant, comme si une menace invisible planait au-dessus de nous. Tout a commencé par ces empreintes. Chaque matin, lorsque je me levais et regardais par la fenêtre de ma chambre, je les voyais profondément marquées dans la neige fraîche autour de notre maison. De grandes empreintes, bien plus larges que celles de n'importe quel être humain. Elles n'étaient jamais là la veille au soir, et personne dans le village ne semblait avoir vu qui que ce soit. Je me souviens avoir pensé, au début, que c'était peut-être un animal, mais qui aurait pu marcher si près de notre maison, sans jamais être vu? Mes parents essayaient de ne pas nous alarmer, ma petite sœur et moi, mais je pouvais lire la peur dans leurs yeux. Mon père, d'habitude si pragmatique, sortait chaque matin, inspectait les empreintes et revenait avec un froncement de sourcils. Il ne disait rien, mais je savais qu'il était inquiet. Ce qui était encore plus étrange, c'est que les empreintes s'arrêtaient toujours brusquement. Aucune trace de retour, aucun chemin vers la forêt. Comme si la chose qui les avait laissées s'était simplement évaporée. Au fur et à mesure que les jours passaient, une tension palpable envahissait notre foyer. Nous restions à l'intérieur autant que possible, surtout une fois la nuit tombée. Et chaque matin, sans faute, ces maudites empreintes réapparaissaient. Mon père a rapidement commencé à renforcer la maison. Il a installé des verrous supplémentaires sur les portes et les fenêtres,
Et il est même allé jusqu'à clouer des planches sur celles qui donnaient sur la forêt. Je pouvais voir dans ses gestes précipités qu'il était en proie à une angoisse sourde, celle que même ses paroles rassurantes ne pouvaient dissimuler. Ma mère, quant à elle, tentait de maintenir une façade de normalité, mais elle ne sortait plus le soir pour aller chercher du bois comme avant. Chaque soir, la maison devenait notre refuge, un cocon étouffant sous la neige. Mais les murs semblaient incapables de nous protéger de cette présence inconnue. Les empreintes, elles, continuaient de réapparaître. Quelles que soient les précautions que mon père prenait, chaque matin nous les retrouvions, marquées dans la neige vierge, entourant notre maison, comme si elles avaient été laissées là intentionnellement. Un matin, je les ai suivies, poussées par une curiosité morbide. Elles s'enfonçaient dans la neige épaisse avec une régularité troublante, comme si leur créateur avait parfaitement mesuré chaque pas. Mais, comme toujours, elles s'arrêtaient net, sans la moindre explication. Pas de traces de demi-tour, pas de saut, rien. Juste une fin abrupte au milieu de nulle part. C'était à ce moment-là que la peur commença à me ronger. Comment un être, quel qu'il soit, pouvait-il disparaître ainsi? J'avais entendu des histoires, des légendes anciennes racontées par les vieux du village. Des créatures de la nuit, des esprits des montagnes qui venaient avec les tempêtes de neige. Mais ce n'était que des contes, non? Pourtant, chaque nuit, avant de m'endormir, j'écoutais attentivement, guettant le moindre bruit qui viendrait briser le silence glacé. Mon père, lui aussi, devenait de plus en plus obsédé par ces empreintes. Il passait des heures à scruter la neige autour de la maison, à essayer de comprendre d'où elle venait. Mais à chaque fois, il revenait bredouille, les mâchoires serrées, le regard perdu. La maison était devenue une prison mentale, un lieu où l'on attendait, impuissant, que quelque chose se manifeste enfin. Puis, un matin, tout a basculé. Je me souviens m'être réveillé en sursaut, un étrange sentiment de malaise pesant sur ma poitrine. Le froid semblait plus mordant que d'habitude, et un silence presque anormal régnait dans la maison. En me levant, j'ai remarqué que la porte de la chambre d'Emma, ma sœur aînée, était entr'ouverte. Un frisson m'a parcouru le dos. D'habitude, elle fermait toujours sa porte avant de dormir. Je me suis approché doucement et en poussant la porte, j'ai découvert la pièce vide. Les couvertures de son lit étaient en désordre, comme si elle s'était levée précipitamment. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Je l'ai appelée doucement, mais aucune réponse. L'angoisse a rapidement pris le dessus. En descendant les escaliers, j'ai trouvé mes parents déjà debout, leur visage marqué par la panique. « Emma n'est pas dans sa chambre », a murmuré ma mère, les larmes aux yeux. Mon père, sans un mot, s'est précipité vers la porte d'entrée. Lorsqu'il l'a ouverte, un souffle d'air glacé s'est engouffré dans la maison, emportant avec lui l'espoir que ce ne soit qu'un malentendu. Là, devant nous, dans la neige immaculée, il y avait de nouveau ces empreintes. Mais cette fois, elles étaient différentes. Elles partaient directement de la fenêtre d'Emma, une longue traînée d'empreintes profondes qui se dirigeait vers la forêt. Mon père s'est approché, ses pas brisant le silence pesant. Il suivait la trace, l'expression sombre. Nous l'avons tous suivi, le cœur battant à tout rompre, espérant que cela ne soit qu'un cauchemar dont nous allions bientôt nous réveiller. Mais comme toujours, après plusieurs mètres, les empreintes se sont arrêtées brutalement. Rien. Plus aucune trace. C'était comme si Emma s'était évaporée dans l'air glacial. Ma mère a crié son nom, sa voix résonnant dans le vide enneigé, mais aucune réponse ne nous est parvenue. Emma avait disparu. Désespérés, nous avons cherché de l'aide dans le village, espérant que quelqu'un aurait vu ou entendu quelque chose. Les visages des habitants étaient empreints de gravité, alors que nous racontions notre histoire, leur regard fuyant révélant une angoisse partagée. Une vieille femme, que j'avais vue plusieurs fois au marché, a finalement pris la parole. Sa voix tremblait lorsqu'elle a commencé à raconter des histoires anciennes, des légendes qui avaient été murmurées de génération en génération. Ces empreintes, a-t-elle dit, ce sont celles des esprits de la forêt, des créatures qui errent parmi nous lors des hivers les plus durs. Elles viennent chercher les âmes perdues, ceux qui se sentent isolés, abandonnés. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur étrange alors qu'elle parlait. Il y a des décennies, des enfants ont disparu dans ces bois,
toujours après que des empreintes similaires ont été aperçues autour des maisons. Personne ne les a jamais revues. Mon cœur s'est serré en entendant ces mots. Les histoires de ma grand-mère prenaient vie, mais je ne voulais pas y croire. Mon père, quant à lui, restait silencieux, son regard figé sur le sol, comme s'il essayait de digérer ce qu'il venait d'apprendre. Les autres villageois se mirent à murmurer, partageant des anecdotes sur d'autres disparitions qui avaient été étouffées dans l'oubli, comme si elles ne devaient jamais être remémorées. « Il faut se méfier des bois », a ajouté un homme, visiblement ébranlé. « La nuit, il est préférable de rester chez soi. La forêt se nourrit de notre peur. » Ces mots résonnaient en moi comme une mise en garde. Mais la douleur de ne pas savoir ce qui était arrivé à Emma me poussait à ignorer toute prudence. Je savais que je devais retrouver ma sœur, quel qu'en soit le prix. Avec les villageois, nous avons décidé d'organiser une expédition dans la forêt. Un groupe déterminé à braver l'obscurité pour découvrir ce qui s'était passé. Nous avons rassemblé des lampes torches, des cordes et des couvertures. Et, alors que le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, nous nous sommes dirigés vers la forêt, le cœur lourd d'angoisse et d'espoir. Le chemin était sombre, et chaque pas que nous faisions semblait résonner avec le souvenir d'Emma. La forêt, à cette heure, était un endroit totalement différent. Les arbres, grands et menaçants, formaient une voûte épaisse, bloquant presque la lumière de la lune. Les ombres dansaient autour de nous, se mêlant au murmure du vent. Chaque craquement de branche résonnait comme un appel à l'aide, ou peut-être comme un avertissement. Mon cœur battait la chamade, alors que nous progressions lentement, les lampes torches balayant le sol enneigé, mais nous ne trouvions aucune trace d'Emma, seulement ce silence oppressant qui enveloppait tout. Après des heures de recherche, nous sommes arrivés à une clairière. Un frisson a parcouru mon échine en voyant les empreintes de pas qui menaient droit vers le centre de la zone. Elles étaient là, grandes et profondes, parfaitement alignées. Mes camarades de route, fatigués et désespérés, se sont arrêtés pour examiner le sol. L'un d'eux a commencé à s'inquiéter, affirmant que ces marques ne ressemblaient à rien qu'il avait vu auparavant. Alors que je scrutais la clairière, un mouvement rapide a attiré mon attention dans un coin sombre. J'ai dirigé ma lampe vers là où je pensais avoir vu quelque chose, mais je n'ai trouvé qu'une ombre fugace. Mon cœur s'est accéléré. Était-ce un animal ou quelque chose de bien plus sinistre? Nous avons décidé de nous diviser pour couvrir plus de terrain. Mon père, une lueur de détermination dans ses yeux, s'est éloigné avec quelques villageois. Moi, je suis resté en arrière, essayant de rassembler mes pensées et de ne pas céder à la panique. Puis, un cri perçant a déchiré le silence. C'était celui de l'un des villageois qui était tombé, un visage blême, désignant frénétiquement quelque chose dans la neige. Je me suis précipité vers lui, et en voyant ce qu'il pointait du doigt, mon cœur s'est arrêté. Là, dans la neige, était un objet familier. L'écharpe d'Emma, celle qu'elle portait toujours. Elle était maculée de terre et de sang. Mon père est arrivé en courant, mais lorsqu'il a vu l'écharpe, son visage s'est décomposé. Le désespoir et la colère se mêlaient dans ses yeux. C'était un signal, une preuve que quelque chose de terrible s'était produit. Nous avons commencé à appeler son nom, à l'appeler de toutes nos forces, mais seul le vent a répondu, sifflant à travers les arbres. La réalité de la situation m'a frappé. Ma sœur n'était pas simplement perdue. Elle était en danger. Dans la pénombre de cette forêt, quelque chose de sinistre se cachait. Et nous étions en train de réveiller une force que nous ne pouvions pas comprendre. Salut tout le monde. J'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.